Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Patrick Barbe, journaliste depuis 40 ans, qui a couvert les Balkans, l'Afghanistan, l'Ukraine et la Russie. Il est également l'auteur à succès d'un livre intitulé Des deux côtés de la ligne de front, un ouvrage qui semble difficile et aussi dangereux à écrire, à une époque où la compréhension mutuelle est souvent dénoncée comme étant plus ou moins une trahison. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. No me puglen dar invité. Nous voyons donc des signes indiquant que les États-Unis cherchent à transférer la responsabilité de la guerre par procuration en Ukraine avant que tout ne s'effondre, en la confiant aux Européens, en l'occurrence. Jusqu'à présent, les Européens ont réagi de manière plutôt favorable avec ce qu'ils appellent la coalition des volontaires, un terme malheureux après l'invasion de l'Irak en 2003. Mais bien sûr, ils continuent d'espérer qu'au lieu d'une guerre européenne, cela devienne une guerre de l'OTAN. Mais c'est profondément problématique, car il n'y a aucune diplomatie, aucune volonté d'accepter des concessions, aucune négociation. Même le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine semble apparemment hors de question. Et en même temps, nous sommes en train de perdre la guerre. Donc merci beaucoup. On peut comprendre les deux points de vue. Je pense qu'ils mènent tous les deux une guerre existentielle. Les Ukrainiens risquent certainement de perdre leur nation. Les Russes considèrent également l'incursion de l'OTAN en Ukraine comme une menace existentielle. Pourtant, comment pouvons-nous comprendre la position des Européens ici? Que font-ils réellement? Parce que beaucoup de choses semblent, disons au moins, imprudentes. Oui, je le pense. Les Européens et le Royaume-Uni suivent cette stratégie. Nous livrons les armes, et vous, Ukrainiens, fournissez les corps. Et c'est cynique. Mon hypothèse est que les élites occidentales, en particulier les élites d'Europe occidentale, se dirigent vers la guerre. Elles veulent entraîner leur propre pays dans une guerre totale contre la Russie. Elles ont conduit leur pays dans une impasse, et elles sont incapables de faire marche arrière pour l'instant. J'aimerais donc étayer cela en termes de raisons économiques, politiques, culturelles, psychologiques et militaires, et toutes ces raisons et tendances convergent dans une seule direction, celle de la guerre. C'est une conclusion simple, mais elle résulte d'une analyse complexe. Je veux donc préciser, de mon point de vue, les élites ne sont pas définies par leur qualité intellectuelle ou leur supériorité, mais uniquement par leur accès au pouvoir. Une rue à sens unique signifie qu'il n'y a pas de retour possible avec ces élites. Elles doivent être remplacées par le peuple. Je dois approfondir un peu l'histoire économique, en particulier celle de l'Allemagne. Tout d'abord, j'aimerais évaluer le système bancaire parallèle et l'industrie financière. En 2002, sous le gouvernement du chancelier Schröder, le gouvernement a décidé d'adopter une loi sur l'exonération fiscale des plus-values pour les banques. Cela signifiait que les prêteurs allemands pouvaient vendre leurs actions d'entreprise sans payer d'impôts. Et ils l'ont fait. Ils ont vendu et investi dans des titres structurés, c'est-à-dire des paris sur les marchés boursiers. Et cela a eu deux conséquences. Tout d'abord, les actions ont été principalement achetées par des banques américaines et des investisseurs financiers. Les entreprises allemandes sont tombées entre les mains de l'industrie financière américaine et des investisseurs américains. Deuxièmement, l'économie allemande est devenue vulnérable à la grande crise financière. La crise bancaire de 2008 a également eu deux conséquences. Premièrement, l'État a renfloué les prêteurs avec l'argent des contribuables et de nouvelles dettes. Les dettes bancaires ont été transformées en dettes nationales, et ces dettes nationales ont été refinancées par l'émission d'obligations d'État.
Le deuxième point est que l'État a imposé une réglementation plus stricte au système bancaire, et les obligations d'État sont passées dans le système bancaire parallèle non réglementé. Le résultat a été que le refinancement de l'État allemand, et en fait de tous les États européens, mais surtout de l'État allemand, a été confié à des investisseurs financiers sur un marché non réglementé. Et ces investisseurs réalisent leurs profits en s'immisçant dans l'économie ukrainienne et dans les minerais ukrainiens, ainsi qu'à travers le complexe militaro-industriel. Ils gagnent de l'argent aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Ces investisseurs financiers sont capables de faire chanter tout État qui essaye de s'écarter du chemin de la guerre. Les États peuvent être victimes de chantage. De ce point de vue, il est très logique que le chancelier Merz investisse dans la guerre et n'arrête pas la marche vers la guerre. Mon deuxième point concerne la tendance du capitalisme à voir le taux de profit baisser. Dans tous les pays occidentaux, on peut démontrer statistiquement qu'en moyenne, le taux de profit a diminué au cours des 40 dernières années. Le taux de profit est en baisse. Il est possible pour les États et les entreprises de contrer cette tendance, par exemple en réduisant les salaires des employés, en rationalisant la production, en accédant à des minéraux et des ressources moins chères, ou en ouvrant de nouveaux marchés. Si toutes ces possibilités sont bloquées par un adversaire comme la Russie, il ne reste qu'une seule option, une nouvelle guerre pour stabiliser le taux de profit. Lors d'une nouvelle guerre, le capital sera détruit et l'accumulation initiale de capital pourra recommencer. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. L'Occident a provoqué une guerre en forçant l'économie ukrainienne à entrer dans le cercle capitaliste occidental par l'expansion de l'OTAN, en organisant un coup d'État sur le Maïdan en 2014, avec un massacre perpétré par des extrémistes de droite et des mercenaires occidentaux, en réarmant le gouvernement issu du coup d'État et en déclenchant une guerre civile. Puis, après la séparation de Lugansk et Donetsk en avril 2014, une guerre contre les séparatistes qui a été soutenue par l'invasion russe en février 2022. Ainsi, la crise du capitalisme financier et sa tendance à la baisse du taux de profit poussent les gouvernements à entraîner leur pays plus profondément dans une nouvelle guerre. Et le point suivant concerne la numérisation et le capitalisme numérique. En temps de guerre, les États deviennent les premiers investisseurs en capital risque pour les entreprises du numérique. Vous pouvez constater qu'avec Starlink d'Elon Musk, ces satellites surveillent toute la ligne de front sur 1400 km. Elon Musk gagne des milliards de dollars entièrement payés par l'armée. Grâce à ce capital risque provenant de l'État, Elon Musk se place en position de force économique. Ces entreprises n'ont aucun intérêt à mettre fin à la guerre. Selon la marxiste allemande Rosa Luxemburg, on peut dire « les prolétaires tombent ». Les cours de la bourse montent. Et pour la transformation du capitalisme néolibéral en capitalisme numérique, la guerre est nécessaire. L'imposition des entreprises numériques est précisément ce que l'administration Trump souhaite pour placer l'économie américaine en position de force dans la compétition avec la Chine. Les microprocesseurs et l'intelligence artificielle sont des domaines essentiels pour rendre l'Amérique à nouveau forte, tant sur le plan militaire qu'économique. Ainsi, le quatrième point concerne le contre-coup des sanctions et la perte de compétitivité de l'économie européenne. Il est très clair que la locomotive de l'économie européenne, l'économie allemande, n'est plus en marche. Sans le gaz et le pétrole russe, les entreprises allemandes ne sont plus compétitives. On constate que l'économie stagne et se contracte. Selon le journaliste d'investigation Seymour Hersh, les États-Unis ont fait exploser le gazoduc Nord Stream et ce piège énergétique s'est refermé. Les Européens ont dépassé leur budget pour gagner la guerre
et maintenant leurs propres pays sont en déclin économique, se retrouvant avec un tas de dettes. Et donc, le dernier point est que le chancelier Merz a proposé d'accorder un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine comme aide militaire, en utilisant les avoirs russes gelés comme garantie. Cela aura deux conséquences. Tout d'abord, les investisseurs internationaux fuiront l'euro et quitteront la zone euro parce qu'ils craignent de ne pas récupérer leur argent à l'avenir. Cela signifie que l'euro subira des dommages durables en tant que monnaie de réserve. La Russie poursuivra pour dommages et intérêts devant des tribunaux d'arbitrage internationaux et obtiendra probablement gain de cause. Il n'existe aucune base juridique pour une telle mesure. De plus, Moscou confisquera les avoirs européens en Russie. Moscow will furthermore confiscate European assets in Russia. You have to know, Ukrainian sovereign debt is managed by a consortium of... Vous devez savoir que la dette souveraine ukrainienne est gérée par un consortium composé de BlackRock et JP Morgan, et qu'une telle aide financière à l'Ukraine équivaut donc à une aide financière garantie par l'État pour l'ancien employeur de Merz. Il a été le représentant allemand de BlackRock. Et BlackRock parce que, eh bien, si la Russie gagne la guerre, ce sera le contribuable européen et surtout le contribuable allemand qui devra payer cette aide financière. Merz fait donc de la politique contre son propre peuple et au profit de l'industrie financière américaine. C'est précisément pour cette raison que Bruxelles bloque, le gouvernement belge bloque cela. The Belgian government is blocking that. Il y a cette tendance, comme vous le dites, à s'entêter. Et cela a du sens, étant donné que l'issue de la guerre promet soit tout, soit rien. C'est-à-dire que, si nous parvenons à vaincre les Russes, nous pourrons mettre la main sur les minerais ukrainiens, car la plupart se trouvent dans les régions russophones, surtout dans le Donbass, le lithium, tout, le gaz, le pétrole. Et si nous gagnons, nous pourrons faire de l'Ukraine une ligne de front permanente, c'est-à-dire une armée ukrainienne puissante et aguerrie qui contiendra durablement la Russie. Les États-Unis resteront en Europe. Mais si nous perdons la guerre, ce sera exactement l'inverse. Non seulement nous perdrons l'accès aux minerais et à l'énergie russe, mais aussi ukrainien. Les Américains voudraient se tourner vers d'autres priorités. L'OTAN semble avoir perdu toute crédibilité. Et oui, nos responsables politiques devraient rendre des comptes pour les récits mensongers et les médias qui ont relayé ce genre de discours. Mais oui, mais il me semble que même le simple fait d'évoquer le vol de tous les avoirs russes, même le suggérer, et le chancelier BlackRock Merz, il fait assez souvent ce genre de recommandations. Cela doit être très préjudiciable pour l'Europe. Qui voudrait stocker sa richesse ici? Oui, on pourrait se retourner contre les Chinois dès demain. Et qu'en est-il de l'Inde, si l'on envisage des sanctions secondaires? Il me semble qu'on se fait énormément de mal à soi-même, et que tout repose sur un pari de victoire. Donc, s'il n'y a pas de retour en arrière possible, voyez-vous une guerre arriver entre les Européens ou même avec la Russie? Mais s'il y a une guerre Europe-Russie, cela n'impliquerait-il pas aussi l'Amérique à un moment donné? Parce que, peu importe ce que dit Trump, cela reste en grande partie une guerre américaine. Ils sont toujours profondément impliqués, n'est-ce pas? Oui, les Américains ont été profondément impliqués. Ils ont provoqué cette guerre par l'expansion de l'OTAN vers l'Est et en essayant de placer l'économie ukrainienne sous le contrôle des entreprises américaines. Ils ont tenté cela. Mais maintenant, ils constatent qu'il n'y a pas assez de retour sur investissement et ils veulent abandonner l'affaire. Ils veulent se tourner vers la Chine, qui est considérée comme le principal concurrent. Et les Européens, en tant que leurs vassaux, sont entraînés si profondément dans cette guerre qu'ils ne trouvent pas d'issue. Et c'est le problème que je constate actuellement. Il y a des raisons politiques profondément enracinées dans l'histoire des élites européennes.
in the history of European elites. And I want to go back again to the year 2000. Et je veux revenir encore une fois à l'année 2003, lorsque l'Allemagne, la Fédération de Russie et la France ont refusé de participer à l'attaque illégale contre l'Irak. Cela a donc été un signal d'alarme pour Washington. Et depuis cette époque, ils ont essayé d'imposer leur contrôle sur les élites européennes. On peut y parvenir par des subventions, des invitations, des opportunités d'études, des programmes de doctorat, une implication dans des organisations transatlantiques, et ainsi de suite. Washington a détourné de nombreux représentants des élites européennes par le biais d'organisations transatlantiques. Et bien, en 2022, un document secret de la Rand Corporation a fuité. Et on peut y lire que Washington, c'était un document destiné à la CIA et à la Maison-Blanche. It was a paper for the CIA and the White House. And there is written, il est écrit que les États-Unis voulaient utiliser le parti écologiste comme courroie de transmission pour renforcer les intérêts de l'hégémon en Europe, en particulier en Allemagne, et pour entraîner l'Allemagne dans une guerre avec l'Ukraine, afin de créer un prétexte pour rompre le partenariat énergétique avec la Russie. Cela a été soutenu par de nombreux membres de l'élite politique allemande. Gardez à l'esprit que le chancelier Merz est membre d'une organisation appelée Atlantic Brick, et le ministre des Finances, Lars Klingbeil, est également membre d'Atlantic Brick. Ils ont fait carrière avec le soutien d'entreprises américaines et d'organisations transatlantiques américaines. Et cela a conduit à une situation d'auto-asservissement politique sous les intérêts de l'hégémon. Ces personnes vivent dans une bulle, elles se parlent entre elles, se retrouvent aux mêmes endroits, dans les mêmes organisations, aux mêmes conférences. Elles ont perdu le contact avec la réalité. C'est comme une galerie des glaces. Chacun confirme l'opinion, l'idéologie et les idées de l'autre. Nous assistons à une situation de risque moral. J'ai dit que l'idéologie, c'est « nous livrons les armes et les Ukrainiens livrent les corps ». Et cela n'est pas éthique. Historiquement, il faut garder à l'esprit que les moralistes ont toujours été les vainqueurs parce qu'ils proposaient des solutions simples. Et les élites occidentales, depuis le coup d'État de Maïdan, ont été profondément impliquées dans la crise ukrainienne. Elles ont organisé le coup d'État. Elles ont été impliquées dans le massacre de Maïdan. Selon les enquêtes du professeur Ivan Kachanovski de l'Université d'Ottawa, des diplomates européens ont négocié, comme dans un bazar, avec des fascistes ukrainiens sur le nombre de personnes à assassiner pour faire pression sur le président Yanukovych, démocratiquement élu et légitime, afin de le pousser à quitter ses fonctions. Les deux parties se sont mises d'accord sur le chiffre de 100 personnes tuées, et c'est exactement ainsi que le massacre de Maïdan s'est produit. Selon des témoins oculaires, des groupes de snipers venus de Géorgie, de Pologne et de Lituanie ont participé au massacre. Ils ont agi comme des forces spéciales bien entraînées. Et cela soulève la question, combien de sang les politiciens et diplomates occidentaux ont-ils sur les mains? Mettre fin à la guerre soulèverait la question de la responsabilité pénale et mettrait en lumière le fait que les politiciens européens et occidentaux sont en partie responsables de la guerre en Ukraine en organisant un coup d'État sanglant et en divisant le pays. Poursuivre la guerre permet de dissimuler cette question. C'est un point important pour moi. Eh bien, aujourd'hui, nous devons faire face en Allemagne à une désinformation massive organisée par le complexe de censure et de propagande. Les partis politiques, les services secrets, les entreprises du numérique, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les universités, les écoles, les églises, les syndicats et les associations, tous sont mis au pas. Tous les appareils idéologiques forment l'industrie de la censure et de la propagande. La guerre en Ukraine est le plus grand mensonge de propagande
et la plus grande bataille de propagande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie. Les gens sont systématiquement trompés et nos politiciens finissent par croire à leurs propres mensonges. Le résultat, c'est que les dirigeants européens sont incapables de corriger leurs propres erreurs ou d'ajuster leurs décisions au véritable rapport de force. Ils ne peuvent pas accepter leurs erreurs de calcul ni faire marche arrière. Ils ne peuvent pas faire marche arrière, car cela signifierait les tenir pour responsables et cela marquerait la fin de leur carrière politique. Ils seraient jetés à la poubelle de l'histoire. Et c'est bien là le point, c'est la fin de leur carrière. Il y a aussi des raisons psychologiques chez les va-t-en-guerre. Ils ne peuvent pas tirer de leçons de l'histoire. Le philosophe Hegel a écrit dans sa philosophie de l'histoire que la seule chose que l'on puisse apprendre de l'histoire, c'est que les gouvernements et les États n'apprennent rien de l'histoire. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une forme d'autoréférence. Ils ne peuvent pas apprendre du monde. C'est une façon de penser fondée sur l'identité. Moi, c'est moi, et nous sommes du bon côté, et nous avons le droit moral de combattre les Russes. Et ils vivent dans une bulle mentale à cause de cela. Ils sont aveuglés et désorientés dans leur propre galerie de miroirs. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes politiques allemands sont vraiment narcissiques. Ils ont une structure de personnalité narcissique. Selon Sigmund Freud, il y a deux caractéristiques d'une personnalité narcissique: la perte du sens de la réalité et la mégalomanie. Ils veulent faire de l'Allemagne la première puissance militaire d'Europe. Ils veulent retrouver un rôle politique mondial fantasmé. Et cela, c'est de la mégalomanie, rien d'autre. Je crains que ces politiciens ne croient aux absurdités dangereuses qu'ils produisent. Mais il faut voir que les gens dorment. Les Allemands avancent en somnambule vers l'abîme. Et c'est un point difficile, oui. J'ai réalisé cette interview avec le colonel Lawrence Wilkerson. Il était chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell. Il m'a raconté comment, au début des années 2000, lors de l'invasion de l'Irak, les Européens, à cette époque, avaient du cran, s'y opposaient et posaient des questions critiques. Et comme vous, il confirme que c'est à ce moment-là qu'ils ont dû commencer à réfléchir à la manière de mettre les Européens au pas pour qu'ils fassent ce qu'on leur disait. Il explique comment ils ont installé de grands tableaux blancs à la Maison-Blanche, où ils ont commencé à examiner quels politiciens devaient être mis en avant. Ceux qui, en gros, disaient ce qu'il fallait et répétaient les éléments de langage de Washington, et qui étaient critiques, même s'ils ne faisaient que défendre leurs propres intérêts nationaux, et qu'il fallait donc écarter. Et ils ont utilisé des ONG, des journalistes, des groupes de réflexion. Ils ont récompensé les bons acteurs en leur offrant des postes dans les institutions transatlantiques. Donc tous ces instruments ont été utilisés soit pour promouvoir des personnes, soit pour les détruire. Et oui, déjà à l'époque, ils avaient identifié des gens comme Jens Stoltenberg. Ah, lui, il fera tout ce qu'on lui dit de faire. Donc c'est quelqu'un qu'il faut absolument promouvoir. Ce n'est donc pas le mérite. Ce ne sont pas les qualifications. Ce n'est pas l'intelligence. C'est juste être le bon disciple et faire ce qu'on lui dit. Mais je voulais quand même te demander, étant donné que nous ne gagnons pas la guerre, nous manquons d'armes, nous manquons de soldats ukrainiens et nous manquons d'argent partout. Alors, quel est le scénario d'une guerre directe avec la Russie? Je sais que certaines personnes, comme le chef du renseignement allemand, ont soutenu qu'il fallait simplement prolonger cette guerre encore 5 ans pour nous préparer. Cela a mis en colère des personnes comme Yulia Tymoshenko, la candidate présidentielle pro-OTAN que nous soutenions en 2010. Mais quel est l'objectif ici? S'agit-il seulement de faire durer la guerre sans but précis?
Parce que s'il n'y a pas de voie vers la victoire, de quoi parlons-nous? Quel est l'objectif? I cannot look into the heads of our politicians. Je ne peux pas lire dans la tête de nos politiciens, mais je pense qu'ils espèrent poursuivre cette guerre et l'élargir, l'étendre par exemple à la région baltique, en provoquant les Russes. Ils espèrent que dans 5 à 10 ans, ils seront assez forts pour mettre la Russie à genoux. Tout cela vise à déstabiliser la Russie, car ils ont besoin de nouvelles garanties. D'abord, l'Ukraine, les minéraux comme garantie, la terre noire par exemple, les terres rares, le lithium, et ensuite déstabiliser la Russie pour ramener la Russie dans le cercle capitaliste de l'UNOR et du soi-disant Occident collectif. Je pense que c'est le contexte, et actuellement l'OTAN est en train d'escalader. And currently, NATO is escalating. The so-called drone attack. La prétendue attaque de drones en Pologne semble être une opération sous faux drapeau menée par l'Ukraine. Aucun drone n'était équipé d'une ogive, aucun dégât. L'armée polonaise a été prévenue par la Biélorussie. C'est entièrement faux. L'origine des drones observés au-dessus du Danemark reste encore inconnue. La soi-disant violation de l'espace aérien près de l'Estonie résulte de l'élargissement de l'espace aérien estonien et n'était absolument pas une attaque. Les règles du contrôle aérien sont très claires à ce sujet. Il faut communiquer avec Moscou pour clarifier la situation et il n'y a aucune raison d'abattre des avions de chasse russes. Mais l'OTAN fait monter la tension en manipulant l'opinion publique dans les pays de l'UNUPOR. C'est une forme de guerre cognitive. And this is a form of cognitive warfare. The Europeans will Trump force to align with the Les Européens seront contraints de s'aligner sur l'escalade contre la Russie et ils veulent imposer à la Russie une décision difficile, soit accepter la fermeture de l'espace aérien au-dessus de la mer Baltique, soit riposter militairement. Et cela signifie une guerre totale en Europe. Ils espèrent que cette guerre ne dégénérera pas en guerre nucléaire, mais cela dépend de Moscou et non des Européens. C'est une décision russe. Et cela montre la mauvaise évaluation de la puissance militaire et économique russe par les États membres de l'OTAN. Tout cela montre à quel point l'OTAN est désespérée. Ils craignent de perdre la guerre et essayent d'étendre le conflit et d'ouvrir de nouveaux fronts, par exemple au-dessus de la mer Baltique, pour forcer la Russie à disperser ses forces militaires. Et la raison en est que l'OTAN veut soulager les forces de défense ukrainiennes pour leur permettre de poursuivre la guerre. Et cela montre que l'OTAN veut la guerre, pas la paix. L'approche est cynique, comme je l'ai dit, et les Européens ont eu une confiance aveugle dans la volonté de l'hégémon de gagner la guerre. Bien que l'administration Trump ait l'intention de rayer l'Ukraine comme une affaire déficitaire, il n'y a aucun retour sur investissement pour eux. Et je pense que les élites d'Europe occidentale souffrent d'une cécité apocalyptique. Elles risquent d'entraîner leur propre pays dans un Armageddon nucléaire en provoquant la plus grande puissance nucléaire. Et le contexte, c'est simplement l'espoir que nous pouvons vaincre la Russie et déséquilibrer la Russie à l'avenir. C'est l'idée qui sous-tend tout cela. Oui, les escalades peuvent prendre de nombreuses formes. Je suis également assez sceptique quant à la soi-disant violation de l'espace aérien, que ce soit par des drones ou ces avions. D'après ce qu'on me dit, c'est oui, probable. Comme tu l'as dit, c'est fabriqué. Et je pense que les réactions étranges des Européens en sont une bonne indication. Mais il y a de nombreux domaines où une escalade pourrait survenir. La Moldavie semble être un point chaud possible dans un avenir très proche. La mer Baltique, cette obsession de la transformer en un lac de l'OTAN, donc couper Kaliningrad, mettre essentiellement un blocus sur Saint-Pétersbourg, je veux dire, c'est aussi un point de tension possible. Mais je suppose que ma dernière question est la suivante. Comment évalues-tu la préparation des Européens à passer à l'étape suivante, ou jusqu'où sont-ils prêts à aller? Parce qu'est-ce qu'ils pensent qu'en mettant suffisamment de pression, en essayant de déstabiliser la Russie,
les Russes vont reculer. J'ai entendu Boris Johnson suggérer que nous devons simplement, vous savez, eh bien, il n'a pas dit coup de semonce, mais que nous devons simplement envoyer aux Russes un signal clair indiquant que nous irons jusqu'au bout. Mais encore une fois, pour les Russes, ils considèrent cela comme une menace existentielle. Ils ne peuvent pas accepter l'incursion de l'OTAN en Ukraine, que l'Ukraine finisse à jamais dans l'orbite de l'OTAN. Cela ne signifie pas que l'Ukraine doit finir dans l'orbite russe, mais ils doivent rétablir son statut de neutralité pour qu'elle soit un État tampon. Or, toute solution moindre est perçue par la Russie comme une menace existentielle. On peut parler de droit international et de tout cela, mais c'est la réalité. C'est perçu comme une menace existentielle, tout comme des missiles russes au Mexique seraient perçus comme une menace existentielle par les Américains. Alors, est-ce que les Européens rejettent complètement cette proposition telle que les Russes l'aperçoivent? Parce que si nous pensons que les Russes vont simplement se retirer si nous nous préparons à la guerre et qu'ensuite ils feront marche arrière, ce serait une conclusion logique si ce n'était qu'une question d'opportunisme russe. Mais si nous acceptons que les Russes ne sont pas dans une posture offensive, qu'ils se voient comme réagissant à l'OTAN, qui, pour être juste, a déclenché ce conflit en 2014, non seulement en renversant le gouvernement, mais aussi en prenant le contrôle des services de sécurité, de l'économie, du gouvernement, de l'armée, est-ce qu'ils rejettent cela, ou bien adhèrent-ils à leur propre propagande? C'est ça, au fond, ma question. Eh bien, la dernière fois que je suis allé en Russie, c'était en juin. Et lors de toutes ces visites, j'ai vu et entendu que la plupart des gens se rallient au Kremlin. Environ 80% des personnes disent « D'accord, cette guerre n'est pas une bonne chose, mais nous devons soutenir nos intérêts russes et nous devons soutenir la politique de Poutine. Nous ne pouvons pas accepter des missiles américains ou de l'OTAN à 500 km de Moscou. C'est important. Je constate qu'une minorité, principalement des universitaires, est mécontente de cette guerre et qu'environ 1,5 million de jeunes ont fui la Russie parce qu'ils ne voulaient pas être mobilisés. Mais la majorité des gens disent « Nous, Russes, devons nous battre maintenant ». Selon l'historien français Emmanuel Todd, aucun camp ne peut reculer car la guerre en Ukraine est au centre d'un affrontement mondial entre un monde unipolaire dirigé par les États-Unis et les forces qui aspirent à un monde multipolaire, notamment l'Inde, la Chine et la Russie. Aucun de ces pays ne souhaite une défaite russe. C'est pourquoi ils soutiennent la Russie. À l'échelle internationale, seuls 40 pays soutiennent et ont rejoint les sanctions occidentales contre la Russie. 153 États à l'Assemblée générale des Nations unies traitent avec la Russie et la soutiennent en partie. Ainsi, la Russie n'est pas isolée, c'est l'Occident qui l'est à l'échelle mondiale. Et aucun camp ne peut reculer, car les responsables politiques européens ont mené leur pays au bord de la faillite. To the very edge of bankruptcy. They made too much debt, and they need urgently. Ils ont contracté trop de dettes et ont un besoin urgent de nouvelles garanties. Pour l'UOPM et le Royaume-Uni, la guerre européenne est devenue une sorte de faillite sanglante différée, et ils doivent aller plus loin. La Russie ne reculera pas, car pour les Russes, il s'agit d'une guerre décisive. C'est une guerre où tout est en jeu. Ils doivent continuer. Je pense qu'au final, l'Occident perdra ce combat. Les États-Unis survivront probablement, mais je pense qu'au bout du compte, l'UEBR sera complètement détruite, car de nombreuses forces au sein de l'UMEMR ne suivent pas Bruxelles et l'Allemagne sur cette voie. Voilà le résultat que je vois, et je pense que la paix ne viendra pas. Nous faisons face à de nombreuses années de guerre, et la guerre continuera encore et encore. Je ne pense pas que M. Trump apportera une solution de paix. Ils sont en train de négocier.
will come to a peace solution. They are negotiating, but for the United States, it is very, very good. Mais pour les États-Unis, il est très avantageux que les politiciens européens, leurs vassaux européens, fassent avancer la guerre américaine, car ils en tirent profit. Ils vendent des armes et réalisent d'énormes bénéfices. Et l'Amérique se trouve à 6000 kilomètres de l'autre côté de l'océan. En Amérique, cela importe peu si d'autres pays européens sont détruits. Ainsi, l'Ukraine s'épuise. Selon une fuite, les pertes auraient atteint 1,7 million de soldats morts ou disparus. Et les prochaines victimes de cette guerre par procuration pourraient être les Allemands. Pour l'instant, l'opinion publique allemande n'est pas prête à la guerre, et la Bundeswehr non plus, pas pour une guerre à grande échelle. Mais ils essaient de se préparer à une guerre totale dans les années à venir. To prepare a full-scale war in the next years. Il semble que c'est la direction que nous prenons. Merci encore infiniment d'avoir été aussi généreux avec votre temps. C'est un plaisir de parler avec un journaliste allemand qui voit réellement ce qui se passe là-bas. Pour moi, cela a été l'une des épreuves les plus difficiles. Même discuter de la guerre et des conséquences potentiellement dangereuses, car les journalistes ont adopté un rôle très destructeur. Ils deviennent des propagandistes de guerre. Toute personne qui remet en question le récit officiel sur la guerre est immédiatement discréditée et détruite. C'est une période très dangereuse, rendue bien pire encore, je dirais, par des journalistes incompétents, voire corrompus. Donc merci encore beaucoup pour votre temps. Et je vous remercie pour votre travail, professeur Diesen. Merci beaucoup. Very much.